votre radio au cœur du territoire. C'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir messieurs. Bonsoir Kevin, bonsoir Guillaume. Alors après une belle rentrée, nous continuons les affaires et du coup ce soir, comme d'habitude, nous allons bien évidemment présenter les sorties de la semaine qui auront lieu dès demain. Une semaine déjà un petit peu plus chargée, il y a déjà un petit peu plus d'attentes et le monde se précipite déjà dans les salles pour un certain film. Nous en reviendrons juste après. Puis ensuite, nous parlerons des sorties que nous avons déjà évoquées la semaine précédente. Alors, je ne vais pas donner d'avis de films sortis la semaine dernière parce que je n'ai rien vu de films sortis la semaine dernière. Intéressant à se mettre sous la dent. Par contre, j'ai vu l'avant-première de Conjuring et donc du coup, je vous en parlerai sans spoiler, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler et du coup, je pourrais vous en parler en deuxième partie d'émission avant de consacrer un focus ce soir aux séries télé adaptées au cinéma, puisque cette semaine, nous avons aussi la sortie en salle de Downton Abbey 3, le grand final, donc qui est la conclusion à la fois de la série de 6 saisons et d'une trilogie de films. Enfin voilà, c'est une grande fresque familiale qui s'achève au cinéma. Et sans plus tarder, nous allons parler des sorties de la semaine, mon cher Guillaume. Oui, puisque sort cette semaine le 4e volet de la série Conjuring, donc qui s'appelle L'heure du jugement, qui sera évidemment diffusé aux Toiles du Lac et au Pâté de Michael Chavez, qui avait déjà réalisé le précédent opus, si je ne dis pas de bêtises, oui, remplaçant donc de James Wan, avec Vera Farmiga, Patrick Wilson et Mia Tomlinson. Alors qu'ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend, un ennemi qu'ils croyaient à jamais enfoui. Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l'Amérique. Mais on va écouter un extrait. Donc, ça a commencé quand ? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Voilà. Et tu me dis pas que c'est de nouveau Elle ressent la nonne ? Non, c'est pas une nonne. C'est celui d'Amityville ou je sais pas quoi, non ? Non. Mais c'est en lien avec les autres films ? Non. Ah, d'accord. Okay. Ouais, j'ai vu qu'il passait sur une chaîne, je sais plus laquelle, mais hier, le premier. Le premier. Alors le premier, je le conseille. Le premier et le deuxième. Ouais. Et est-ce qu'ils ressemblent toujours ils font toujours aussi jeunes ou ils ressemblent un peu à des vieux ? Non, ils les ont un peu vieillis, là. Ouais, parce que Ed Warren, en vrai, il ressemble pas vraiment à Patrick Wilson. Ah ouais, non, il était un peu moins BG, ouais. Ouais. Vera Farmiga est plus jolie aussi que Lorraine. Oui. Ah bon. Non, du coup, écoutez, nous parlerons de ce film en deuxième partie de cette émission, mais par contre, je peux déjà vous dire que le monde s'est précipité en salle puisque les avant-premières qui ont eu lieu vendredi soir en France, dans 187 séances, ont ramené 50 000 personnes, ce qui fait une moyenne de 277 personnes par séance, c'est énorme. Et aux États-Unis et dans le monde, parce qu'il est sorti à plein d'endroits déjà ce week-end, il a fait le plus gros démarrage d'un film d'horreur de tous les temps, avec 194 000. Donc l'horreur et le sanglant attirent les gens. Après, c'est de l'horreur de qualité en règle générale quand même. Ouais. D'accord. Alors bon, ce qui est surprenant, c'est que c'est un numéro 4 après 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et ouais, mais tu peux les prendre en épisode à part, quoi. C'est pas un problème, en effet. Autre sortie, mon cher Vincent. Sortie Downton Abbey 3, le grand final, qui sort aux Toiles du Lac au Pâté, de Simon Curtis avec Michel Dockery, Hugues Bonneville et Laura Carmichael. C'est le retour tant attendu au cinéma du phénomène mondial. Il nous replonge dans l'univers de la famille Crowley et de son personnel à l'aube des années 1930. Alors que chacun tente de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, une nouvelle ère s'annonce, pleine de défis, de remises en question et d'espoir. On écoute un extrait. Abbey est aujourd'hui entre les mains de Marie. Tu vas faire sensation. Voilà,
Très bel extrait de Tut Tut. Une grande fresque. Donc, J'ai jamais grande regardé. saga. Alors, Moi non plus, je connais pas. je vous avoue, j'ai commencé la série hier soir. Ça, tu sauras que ça, c'est la cam à bah, Kevin. et- Tout ce qui est service, Ah non, j'ai cru comprendre, bourgeoisie, Non, servage, il adore ça. Mais Mais pas c'est du pas mal tout. aussi, Mais si, si. si. Non, mais c'est le côté grande fresque familiale où à la fois le destin du monde se lie avec le destin d'une famille bourgeoise, parce que la série commence, c'est le Titanic qui coule. Et il y a deux héritiers qui sont morts. Et en fait, ça commence comme ça. Et en fait, Ça vous rappelle quelque chose en plus. Oh, Oui, oui, c'est tout vrai. à fait. Mais franchement, c'est plutôt bien mené. Je préfère Peaky Blinders dans le même genre, qui suit un peu les événements. Non, mais historique. c'est pas le même genre de série, mais par contre, pour ceux qui ont aimé, ou alors ceux qui n'ont pas vu, mais que je vous conseille très fortement, le film Les Vestiges du jour avec Oui, Anthony Hopkins bien sûr. et Emma Très, très Thompson. beau film. Et c'est un beau film, mais il me fatigue, moi. Moi j'adore ce film. C'est pas très passionnant. J'ai envie de lui mettre une calotte à Anthony Hopkins à la fin. Mais oui, non, mais- mais t'as envie de lui dire, mais dis-lui que tu l'aimes, là. Bah oui, mais Mais, moi mais ça se c'est. faisait pas comme Bon ça. Dieu, là. Guillaume, Non, mais à non, l'époque, mais attendez, dans on ce y mettait film, les formes. il traverse la moitié de l'Angleterre pour la retrouver, puis à la fin, bonne journée, madame. Non mais C'est toute la retenue et le flingue Mais oui. britannique. mais c'est justement Eh ça oui. crève le cœur, Bien c'est sûr. magnifique. Si, non, par contre, C'est la même ambiance. Moi, j'aime notable. beaucoup le dilemme avec le nouveau propriétaire Christopher Reeve. Qui est extraordinaire. Et aussi. l'ancien qui a collaboré avec les nazis, tout ça, ça c'était bien. Ouais. L'histoire d'amour, des fois, mais j'ai envie de le baffer dans le film. Magnifique film. Mais c'est un bon film. Je vois ce que tu veux dire. Autre sortie, Libre-Échange de et avec Michael Angelo Covino, mais aussi Dakota Johnson. Il y en a un qui est content ici. Oui. Adria Arjona et Kyle Marvin. Alors que sa femme vient de demander le divorce, Carey court chercher du soutien auprès de ses amis Julie et Paul. Il découvre alors que le secret de leur bonheur est qu'ils sont en couple libre. On écoute un extrait. Ça va? Non! T'aurais pas de l'eau? J'ai pas envie de divorcer. Personne n'en a envie. Elle, si. Divorcer, c'est pas la fin du monde. J'ai lu un bouquin. C'était un article. C'est pareil, on est ouvert. Vous vous foutez de ma gueule? On est un couple très libre. Voilà, et ce sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté. J'avoue que je suis tenté, ça. Quoique j'ai été déçu, parce que j'avais rattrapé Matérialiste, et même si le. J'ai cru que t'allais dire Madame Web. Non, j'ai rattrapé Matérialiste cet été, et même si le fond est bien, la forme. J'espère que ça sera plus passionnant que 50 nuances degrés. Oui, franchement. Matérialiste, c'est long, mon Dieu. Mais le fond est bien. Le fond est pas mal, mais qu'est-ce que c'est long. Mais par contre, la Libre-Échange, c'était le film d'ouverture au Festival de Deauville qui se déroule actuellement. Le terme est lancé pour Libre-Échange, l'ouverture. Voilà, tout à fait. Et alors, certains disent que c'est la meilleure comédie de l'année et d'autres disent que c'est pas drôle du tout. Donc, à voir. C'est un peu convenu maintenant parce que ça fait des gorges chaudes de faire des films sur ce sujet. Est-ce que ça fait autant rire maintenant, quoi? Il n'y a rien de. C'est sûr, je vais te dire, j'ai vu Caligula, l'Ultimate Cut la semaine dernière. Alors là. Ça n'a rien à voir, ouais. Ah non, c'est pour ça. Là, on a en termes de libre-échange. C'est extraordinairement subversif, mais non, il n'y a rien de subversif. Bref, sur cette parenthèse Caligula. Autre sortie, donc, une place pour Pierrot, donc, qui sortira au Pâté au Victoria de Hélène Médig avec Marie Gillin et Grégory Gadebois. Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminé à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d'un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long, mais c'est la promesse d'une nouvelle vie au sein de laquelle chacun trouvera sa place. On écoute un extrait. C'est les gars d'entretien qui l'ont trouvé. Bonne nuit, mon Pierrot. Vous avez encore augmenté la médication de mon frère sans me prévenir. Madame Levent, qu'est-ce que vous faites? Mon frère ne restera pas un jour de plus ici. Et vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas... Si vous voyez, je peux. Il paraît que t'as enlevé ton frère handicapé? Mon frère n'est pas handicapé, il est autiste. Comment on va faire? On n'a pas de chambre d'amis? Ouais, si je le prenais quelques heures par jour, je trouvais toujours quelque chose à lui faire en cuisine. Voilà. Là, on a repris Redman. C'est qui joue le rôle de Pierrot? C'est Grégory Gadebois. Gadebois, d'accord. On a repris, Grégory Gadebois. on a repris Redman et puis on a fait un film français, quoi. Ah, c'est un très bon acteur, Grégory Gadebois. Oui, c'est un bon acteur, c'est vrai. Mais je le voyais plus âgé. Enfin, moi, ça, c'est dans le film, en 45 ans. Je sais pas s'il est à peu près cet âge-là dans la vie réelle. Oui. Oh, c'est le cinéma. Ouais, voilà. Il a 49 ans, c'est pas 40 Ah, c'est bon, pas si c'est loin pas- que ça, mais voilà. il fait plus âgé, je trouve. C'est vrai.
Autre film, Vincent. Connemara, qui sort au Victoria et à l'Astrée, de Alex Lutz avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon et Jacques Gamblin, que nous aurons peut-être l'occasion de voir ici à la radio. Nous en parlerons un peu plus. Nous en dirons plus dans quelques jours. Ce sera l'invité de l'ATCA. Voilà. Invite. L'ATCA Festival. L'ATCA Festival. Qui aura lieu du 17 au 19 octobre. Le synopsis issu d'un milieu modeste. Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd'hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l'oblige à quitter Paris, revenir là où elle a grandi entre Nancy et Épinal. Elle s'installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme. Un soir, sur le parking d'un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel hockeyeur des années lycée. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu'Hélène n'avait pas vue venir. Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes, désormais étrangers qui rêvent de s'aimer. Cette idylle, cette île, leur sera-t-elle possible? On écoute un extrait. Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal. Christophe? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star? Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Voilà, donc alors ça n'a pas l'air de faire rêver entre nous. Hein. Je vous avoue que j'ai vu la bande-annonce, surtout qu'en plus il y a Bastien Bouillon, j'ai eu l'impression de voir Partir un jour, mais sans chanson. D'accord. Donc on verra bien. Enfin, encore un cinéma qui se prend un peu la tête, je trouve. Qui est censé être intimiste, mais bon. Qui se regarde. Ouais, qui se regarde un peu le nombril. Un petit peu, mais bon, écoutez, on verra bien. On verra bien. Peut-être que c'est bien interprété, bien, voilà. Mais moi, ça me fait pas. Moi, je vais rarement au cinéma pour voir ce genre de film. Et je film. connais mal le cinéma d'Alex Lutz aussi, il faut dire. C'est quoi, son deuxième, troisième film? Troisième ou quatrième, je crois. Il a fait Guy. Quatrième. Il a fait 5e 7. Une nuit aussi. Une voilà, nuit. c'est ça, c'est que j'avais vu. Le talent de mes amis, Guy. La vengeance au triple galop, mais c'était un téléfilm. Oui. Une nuit et Connemara, voilà. Ah, le 5e 7, oui, il a joué dedans. C'était pas mal, mais c'était assez à enlever, j'ai trouvé. Et bon, c'était assez aussi. C'est quelqu'un que j'apprécie pas forcément, que ce soit en tant qu'acteur ou le reste. Oh, il a du talent quand même. Bah, je l'ai jamais trouvé. Enfin, du moins, il m'a jamais fait rire. Oh, Catherine et Liliane, c'était marrant. Autre sortie qui était un film qui a fait sensation au Festival de Cannes, c'est Sirat, disponible au Victoria à l'Astrée, c'est réalisé par Oliver Lax avec Sergi Lopez, Bruno Nunes Arjona et Richard Bellamy. Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Esteban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Il rallie un groupe de rêveurs en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s'enfoncent dans l'immensité brûlante d'un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. Ça a l'air assez dingue. Hein. J'ai vu la bande-annonce, sorte de, enfin voilà, d'univers déjanté dans un désert où les gens font la fête et tout ça. Enfin voilà, ça a l'air. Pourquoi pas. Autre sortie, Guillaume. Donc Renoir qui sera disponible au Victoria et à l'Astrée, de Shi Hayakawa avec Yu Suzuki, Lily Frankie et Hikari Ishida. Tokyo 1987, Fuki, 11 ans, vit entre un père hospitalisé et une mère débordée et absente. Un été suspendu commence pour Fuki entre solitude rituelle étrange et élan d'enfance. Le portrait d'une fille est à la sensibilité hors du commun qui cherche à entrer en contact avec les vivants, les morts et peut-être avec elle-même. Pas d'extrait puisque je présume que la bande-annonce est en japonais. Voilà, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air assez poétique. Oh. D'accord. Guillaume, la place est déjà réservée. Qu'est-ce que tu veux? La place est déjà réservée au Victoria, je pense. Je peux pas s'en empêcher. Moi, je suis dans un autre registre. C'est Sean le mouton, la ferme en folie, et ça sort au Victoria à l'Astrée, de Lee Wilton et Jason Grace. Pas une journée ne se passe comme prévu pour Sean, les moutons, et Bitzer, le chien de berger. Leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie. Heureusement, notre joyeuse troupe s'en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c'était avant l'arrivée des lamas. Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c'est carrément la cata. On écoute un extrait, je crois. Sean et tous ses amis sèment la zizanie à la ferme. Mais quand des lamas complètement déjantés débarquent, c'est vraiment la cata. Moi, j'aime bien cet univers déjanté. Voilà, et comme dirait Guillaume,
C'est pour qui? Pour les tout petits, non? Non, tu dis c'est pour les bouts de chou. Non, c'est pas pour les bouts de chou parce que les bouts de chou, c'est les tout petits. Parce que c'est quand même, il y a une belle réalisation, je trouve, si c'est toujours en pâte à modeler, si je crois bien me rappeler. Oui, tout à fait. Alors par contre, c'est un moyen métrage qui est en fait un recueil de 3 courts métrages. D'accord, ok. Mais moi, je trouve que c'est vraiment bien fait et c'est savoureux. Et c'était les créateurs aussi de Wallace et Gromit qui avaient fait ça. Oui, bah c'est Studio Hardman qui avait fait aussi Chicken Run. Ouais, mais moi, je trouve ça à certains moments hilarant et très cocasse. C'est vrai. Et du côté de nos amis de chez Cinéphilex, Aïcha ne s'envolera plus. Disponible au Victoria, sérisé par Morad Mostafa avec Bouliana Simona, Ziad Abassa et Mamdou Saleh. L'histoire d'Aïcha, jeune somalienne de 26 ans qui vit et travaille à Ain Sham, un quartier du Caire où vit une importante communauté de migrants africains. Les tensions violentes entre les Égyptiens et les différents groupes africains indiffèrent totalement les autorités qui laissent le contrôle du quartier aux mains des gangs. Un jour, l'un d'eux propose à Aïcha d'assurer sa sécurité en échange de services à leur rendre. Mais la situation dégénère rapidement. Voilà, donc Aïcha ne s'envolera plus, disponible au Victoria toute la semaine grâce à nos amis de chez Cinéphilex. Et ben c'est tout pour les sorties de la semaine. Avant de donner nos avis sur les sorties présentes et puis de parler de Conjuring qui sortira en salle dès demain, on va se faire une première pause musicale et vu que ce soir le focus est consacré au Aïcha. Non. Oh, tu sais que j'adore cette chanson. Je ne savais pas. J'adore cette chanson. Faut pas me lancer là-dessus. Mais non, on va s'écouter autre chose vu que le focus est sur les séries adaptées au cinéma. Et mon kiff, c'est Wild Wild West, Will Smith du film Wild Wild West. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Guillaume et Vincent sont toujours là pour cette deuxième partie d'émission. Toujours là. Et on va parler des sorties de la semaine dernière, enfin en tout cas on va parler des films qu'on vous a déjà conseillés préalablement et qui sont toujours disponibles en salle. Certains font de la résistance depuis plus de 2 mois. Impressionnant, mais en même temps c'est à la hauteur de leur qualité, n'est-ce pas Guillaume? Oui, puisque F1 est toujours disponible en salle. D'ailleurs, grand drame, on a appris qu'il n'y aurait pas d'édition physique pour ce film. Voilà, donc je suis pas trop Apple friendly en ce moment. Je trouve ça un peu dégueulasse de leur part de vouloir réserver le film juste pour leur plateforme de streaming. Je trouve quand même qu'un film d'une telle envergure, ça méritait bien une sortie physique pour l'apprécier dignement à la maison. Je suis d'accord. Et puis c'est une tactique commerciale. Hein. Oui, bah, ça c'est sûr qu'ils font pas ça juste pour le plaisir. C'est clair. Et toujours disponible aussi les 4 Fantastiques premiers pas. Faudrait que ce soit les derniers à force. Je pense, oui. Oui. Le film Évanoui, le film d'animation Les Bad Guys 2 que Vincent a rattrapé. Bon. Ouais, j'ai bien aimé moi. En quelques mots, t'as trouvé ça comment? C'est une très bonne suite du Bad Guy premier avec un très bon développement de scénario, assez savoureux dans les échanges, très bien réalisé. Non, franchement, je le recommande à tout un chacun. Je l'ai vu avec mes enfants et avec d'autres personnes et donc on a tous bien apprécié. En plus de ça, toute génération confondue. Donc c'est ça qui est intéressant. Foncez. Pourquoi se priver alors? Le film donc est toujours disponible et le film Prise au piège, est toujours disponible. Le film également en première ligne. Par contre, on est toujours, on va dire, un avis réservé parce que on a un autre avis où on déconseille fortement Karate Kid, mais on est réservé sur Jurassic World Renaissance qui fait aussi de la résistance, le film Valeurs sentimentales. Qui n'était pas extra. La guerre des roses, la réadaptation. Voilà, qui est sympa, mais qui franchement ne vaut pas non plus. Comme toute réadaptation, moi je comprends pas. Sur des films aussi emblématiques que ce genre de film. Je pourrais te citer, tu sais, Le Convoi de la peur par rapport au Salaire de la peur, c'est très bien hein, aussi, tu vois. Ah, moi, j'aurais du mal quand même. Je l'ai pas vu, mais bon. C'est vraiment à voir le Convoi de la peur. Il est très très intéressant. Mais c'est différent parce que là, le Convoi de la peur, t'avais en plus ce côté où c'était les Américains. C'est américain. Ils envoyaient quelque chose, donc c'était intéressant. Mais voilà. Et puis on déconseille Karate Kid Legends. Franchement, ne vous déplacez pas en salle pour voir ça, sincèrement. Mais on va parler horreur puisque Kevin va nous parler donc du 4e volet de Conjuring, l'heure du jugement, on en a parlé déjà. C'est un genre que tu affectionnes tout particulièrement, toi, hein, l'horreur.
J'aime bien, mais j'aime bien quand il y a un petit peu plus, comme je dis à chaque fois. C'est-à-dire que si c'est juste pour me faire bout, ça m'intéresse pas trop. Alors, de l'actualité surtout. Diagnostic. T'es pas, enfin, si je peux me permettre, t'es pas non plus un aficionado de l'horreur. Non, les Freddy, c'est pas ta religion, les Jason non plus, les trucs comme Vendredi ça. 13. Non. Non. Mais il y a des sagas d'horreur que j'aime. L'actu. Mais par contre, il y a des sagas d'horreur que j'aime beaucoup. J'adore Evil Dead. Oui. Enfin voilà, j'adore. Voilà. J'adore le gore. Halloween. J'aime beaucoup Halloween. J'aime beaucoup Halloween aussi. Oui, tout à fait. Mais enfin voilà, Conjuring, même je peux dire que j'aime bien la saga Conjuring parce que c'est le 10e film. C'est le 10e film de la saga et j'ai vu tous les films. Mais aimes-tu l'univers Conjuring? J'aime bien, ouais. Ah non, il y en a des pourris. C'est déjà le 10e là? C'est le 10e. Alors, non, c'est de l'univers Conjuring. En fait, si tu veux, c'est le 4e Conjuring. D'accord, ouais, 4 c'est déjà pas mal. Mais dans l'univers, t'as aussi la trilogie Annabelle, qui est la poupée. Alors j'aime bien le 2 et le 3, qui sont bien. Ah, le 2 est nul. Moi j'adore le 2. Mais le 3, j'ai même pas osé le voir. Le 1 est très drôle. La nonne, le 1, c'est nul. Le 1 d'Annabelle, il est nul. Ah non, justement, c'est celui qui est pas mal. Ah, moi j'ai trouvé ça nul. Alors que le 2, là, on la voit tuer personne. La nonne me fait mourir de rire. Non, c'est nul. J'adore le 1 et le 2. Non. C'est super drôle. Je crois que j'en ai vu un passage de la nonne. Le 2 est mieux que le 1. Ah, mais le 1 avec la sœur de Vera Farmiga, je te vois. Oui, et dans le 2, tu as Suzanne, Anna Popplewell qui jouait dans Le Monde de Narnia. Ah oui, non, mais ça, je suis pas très aficionné. Enfin, voilà. Mais bon, et puis il y a La Malédiction de la Dame Blanche qui était le premier film réalisé par Michael Chavez qui par contre est lui pourri. Mais voilà, et Conjuring, c'est 2 très bons films. Les 2 films réalisés par James Wan qui sont vraiment à conseiller, alors moi ne me font pas trop peur, mais j'aime bien la thématisation. En fait, je sais pas pourquoi, mais ce sont des films qui marchent à jumpscare, donc ouais, mais je trouvais que c'était des jumpscares innovants. Tu vois, par exemple, le coup des mains. Mais c'est alors le coup des mains, oui. Mais les autres, je vois venir. Je vois le mouvement de caméra qui commence à panoter vers le haut et tu dis forcément elle va voir quelque chose. Je les ai trouvés quand même beaucoup plus recherchés que des jumpscares bien sûr normaux, je dirais. Mais le coup des mains, ça je suis d'accord, ça avait marché. Ouais, et puis le 3e Conjuring était pas terrible, basé quand même encore une fois sur une histoire vraie, et là en plus c'était sur un fait judiciaire, c'est-à-dire la première fois qu'un homme aux États-Unis a mis en avant qu'il n'avait pas agi par lui-même mais que c'était le diable qui lui avait dit d'agir, donc c'était intéressant. Mais voilà, donc là le 4e film, l'heure du jugement, on va suivre donc le dernier cas des Warren, donc le cas qui les a mis à la retraite, on va dire. Et donc ça se passe en 1986 et on retombe un peu sur le côté classique d'une maison hantée avec une famille qui se fait donc malmener par un démon. Comme c'est original. Donc voilà, c'est pas très original, même pas du tout. Surtout ce que je reproche, c'est que le film dure 2h15 et il y a 1h20 avant que les Warren aillent dans la maison. Dis donc. Ça fait quand même une sacrée introduction. Il y a peut-être un développement de personnages intéressant, non? Par contre, voilà, en fait, c'est-à-dire que c'est un film qui fait pas peur. Franchement, ça m'a pas du tout fait peur. Dans la salle, les gens ont eu peur à plusieurs moments, au point que ça faisait rire, tout ça. Enfin voilà. Parce que Ed Warren s'est pas fait hyper vieux au final. Donc non, ça se trouve, il y a peut-être un peu de ça, non, mais il est quand même mort à l'âge de 70 ans, donc c'est bien après. Mais par contre, en fait, là où le film est pas mal, c'est que certes l'enquête n'est pas originale, mais elle a un minimum d'intérêt. Et surtout le duo. Ils sont attachants, oui. Vera Farmiga et Patrick Wilson, ce sont eux qui te mènent au bout parce que c'est vraiment un duo très attachant. C'est un duo qui a vraiment existé, donc t'as quand même cette sensation de voir une partie de leur histoire vraie, tout ça. Donc vraiment des propos qu'ils ont tenus et tout, les présentations à l'université. Enfin, il y a quelque chose d'assez fascinant quand même dans ce destin de ce couple. Ils ont pas mal échangé en plus avec la vraie Lorraine Warren. Tout à fait. Mais avant qu'elle décède. N'intéresser que les aficionados de ce genre, mais bien sûr. Après, est-ce que ça remporte un moins vaste public que d'autres sujets? Ça attire du monde en fait. C'est ça qui est. En fait, Conjuring, c'est l'horreur grand public, c'est-à-dire que c'est pas l'horreur qui va vous empêcher de dormir. Vous n'allez pas avoir une scène qui va vous choquer ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'horreur grand public à la Warner. Comme ça, finalement, ça, chapitre 1 et 2, c'est l'horreur grand public. Ça fait son petit café. Alors, je trouve que ça, c'est beaucoup plus réussi. Moi, ça m'a déjà beaucoup plus fait peur que et on en les reparlera d'ailleurs dans les adaptations Stephen King. Dans quelques semaines, tout à fait. Mais, voilà. Ce Conjuring 4,
Ça se laisse regarder, c'est vraiment pas le meilleur des volets. C'est mieux que le 3. C'est déjà mieux qu'un Mégane 2. Ah, c'est largement supérieur qu'à Mégane 2. Alors là, tout à fait. Mais franchement, y allez seulement pour l'attachement des personnages et si vous aimez beaucoup la saga, sinon, vous pouvez passer votre chemin. C'est mon avis sur Conjuring 4. Voilà. Et puis, notez une dernière scène, je ne vous en dis pas plus, alors là, c'est l'avalanche des caméos. Ah oui. Voilà. Ah ben oui, il faut pas que tu dises. Donc voilà. Mais amusez-vous à prendre votre papier A4 et cocher tous les noms. Enfin voilà, c'est assez amusant. Voilà. Tiens, Vincent, vas-y. Moi, je vais le faire rapidement, puisque quand même, il est connu. Demain soir passe... Conseil télé, tout à fait. Oui, et le Conseil télé, donc, sur TF1 série film, voilà, c'est ça. Oui. Donc, passe Matrix à 21h10, donc le film des sœurs Wachowski, sorti en 99, le film qui a révolutionné le tout Hollywood à l'orée du 21e siècle. Donc on suit l'histoire de Thomas Anderson qui apprend l'existence de la matrice et qui finit par en sortir et découvre que le monde n'est pas ce qu'il y paraît. Donc va s'en suivre toute une aventure, la destinée de l'élu, des combats dantesques, une réalisation impressionnante et qui influencera le cinéma hollywoodien, je pense, qui continue à influencer le cinéma hollywoodien, on va dire, depuis 25 ans, parce qu'on arrive encore à trouver des films qui font du bullet time et des ralentis comme ça. Tout à fait. Voilà, donc une quadrilogie, qui se regarde très bien, même si Cinéphage, pardon, Kevin n'est pas d'accord, excusez-moi, n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. Moi, j'adore le premier. J'aime beaucoup le 2, et après c'est compliqué. Mais bon, ouais. Voilà. Et ton conseil télé, Vincent ? Quant à moi, j'avais opté pour un film qui est plutôt très sympathique et touchant, je trouve, et qui s'intitule Le Fils à Joe, qui est sorti en 2010, et de Philippe Guillard, dans lequel je joue... Ça a déjà 15 ans, moi. C'est vrai. Qui est Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato pour les plus connus, on va dire, et qui forment une bonne synergie, je trouve, d'acteurs dans ce film, parce qu'ils se connaissent bien et puis qu'ils rigolent bien ensemble, on va dire. Et qu'ils ont bien rigolé. Voilà. Et puis on profite, mais en tant que spectateur, on profite bien de ça, je trouve, et que c'est sur la chaîne Novo 19 à 21h10 mercredi. Ah, c'est cette fameuse nouvelle chaîne, là. Voilà. Et donc là, c'est l'histoire d'un héritier d'une longue lignée de rugbymen qui s'appelle Joe Cannavaro, qui est interprété par Gérard Lanvin, et qui tente avec l'aide de ses amis de faire apprécier ce sport à son fils Tom, mais aussi au village, et contre l'avis contraire de tous, il va quand même monter une équipe de rugby, et puis il va s'en suivre tout un ensemble de quiproquos et d'événements plutôt cocasses qui vont bien. Bon, je spoil pas tellement en disant que ça va plutôt bien se dérouler, puisque c'est une belle comédie, mais qui est encore une fois très touchante et qui est très plaisante à voir, effectivement. Je recommande aussi, c'est sympa. Bien. Eh ben, écoutez, un bon programme. Matrix, Le Fils à Joe, et puis si vous avez envie d'un peu d'horreur et que vous aimez Conjuring, écoutez, pourquoi pas, ça peut faire la blague, comme on dit, Conjuring, l'heure du jugement. Avant de nous consacrer au focus sur les séries adaptées au cinéma, on va faire une deuxième pause musicale avec cette fois-ci du Pink, Feel Good Time, qui nous vient du film Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent, un très bon plaisir coupable aussi, comme les Wild West, avec une demi-mour. T'en as beaucoup, quand même. Déjantée. Ah bah, on va en parler après, mais il y a beaucoup. Puis alors là, oui, pour dans les séries télévisées, on aura matière. Oh, il y a beaucoup de plaisir coupable. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Guillaume et Vincent sont là pour la dernière partie de l'émission. Oui, présent. Je suis toujours pas parti. Nous ne sommes pas partis. Nous ne sommes pas partis et nous allons donc consacrer notre focus de ce soir sur les séries adaptées au cinéma. Et alors,
croyez bien qu'il y a matière. Il y a matière. Oui. Alors après, il faut distinguer quand même plusieurs films. Il y a l'adaptation, plutôt la réadaptation de la série au cinéma, et il y a aussi la suite de la série faite au cinéma. Mais Comme si je peux me permettre un petit aparté, c'est pour ça que je trouve quand même que le médium cinéma est un médium extraordinaire, parce que on peut y adapter tous les autres arts, que ce soit la littérature, on a vu la bande dessinée la dernière fois, les dessins, enfin tout ce qui est les cartoons, les cartoons, tout est adaptable au cinéma. C'est un médium extraordinaire. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je trouve que par exemple les films où ils font leur suite au cinéma, c'est toujours un pari risqué parce qu'on sait jamais si ça va fonctionner. Oui. Du genre, X-Files avait été un gros succès. Les deux films. Downton Abbey en est un bon exemple parce qu'ils ont réussi à en faire 3. Les Sex and the City, je crois qu'ils préparent plus ou moins un 3e. Voilà. On verra Peaky Blinders qui va avoir sa conclusion sur Netflix, mais bon, enfin, ça fait partie des films. Le Terre aussi, qui est une continuité. Terre, oui. On a eu aussi Kaamelott. Kaamelott. Alors, le premier n'était pas très réussi, mais on verra. Mais il a marché. Il a pas marché autant qu'il aurait peut-être dû. Évidemment, Covid oblige. Mais, par exemple, un exemple de truc raté. Enfin, du moins, le film n'est pas raté, mais la proposition est ratée. C'est Twin Peaks au cinéma. Alors, moi, je ne vois pas comment tu peux regarder ce film sans avoir vu la série. Alors, le film ne marche pas de manière indépendante, mais par contre, j'adore ce film. Oui, je trouve que c'est un des très bons. Il a une réalisation trop télévisuelle, par exemple. C'est possible, oui, je suis d'accord. Mais par contre, il a un climax émotionnel qui te spoil toute la série. C'est pour ça qu'il faut avoir vu évidemment les 2 saisons avant de voir le film, mais il a un climax émotionnel qui a été jamais atteint dans la série. Vous pouvez parler français, monsieur Kevin. Un climax. Alors un climax. Ça fait pas. Attention, c'est dans les livres, le climax. Non, mais moi je connais pas. Sache que climax, c'est dans le dictionnaire, c'est bien un mot. Il me semble que ça vient du latin. Il me semble climax. Et en fait, ça veut dire que c'est le paroxysme, si tu veux. D'accord. C'est le dénouement. Voilà. Moi, je préfère paroxysme et dénouement. Ouais, mais climax, c'est plus court. Un paroxysme, ça fait tu peux facilement. Voilà. En tout cas, il y a ce côté un peu risqué toujours de continuer l'histoire au cinéma. Bien sûr. Mais en fait, ça tient aussi à une autre petite chose, c'est que les adaptations au cinéma, si elles sont faites par les mêmes acteurs qui ont effectué la série, ce qui est un peu improbable, par exemple pour Mission Impossible, pour Le Saint, pour des tas de séries comme ça, c'est un pari risqué parce que on s'est forcément attaché à un personnage très charismatique. Alors, par exemple, je parle de une série qui n'a jamais été adaptée et je vois mal comment on pourrait l'adapter, et dites-moi si je me trompe, c'est Amicalement Vôtre, par exemple. Oui. Parce que Tony Curtis et Roger Moore, si vous les mettez forcément, c'est pas eux qui vont être à l'écran, pour une adaptation cinématographique, ça va être compliqué que ça fonctionne, parce que ça fonctionnait sur le charisme, sur le côté très sympathique ça peut fonctionner. Ça sera pas pareil. Pour moi, ça sera pas pareil. Ça sera pas la série adaptée. Ça sera autre chose. Mais oui, bien sûr. De toute façon, le but, si ce n'est pas pour faire la continuité, c'est que c'est pour proposer autre chose. Ce qui n'est pas Mission le cas, Impossible. Voilà, c'est pas le cas pour Mission Impossible. Qui a réussi totalement à partir d'une série de base, mais pour vraiment faire son propre truc. Je suis d'accord. Mais ce qui est encore plus réussi dans Mission Impossible, c'est qu'elle prend la série de base et elle en fait autre chose. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, elle s'appuie clairement, tout le début, c'est pris de la série. Ça s'appuie beaucoup sur la personnalité de Tom Cruise. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le début, tu as l'équipe Mission Impossible, tu as Jim Phelps pour détruire tout ça et en part faire autre chose. Voilà, et là, c'est pas parce que la série pour faire autre chose. Il tue la série et en même temps, même pas sur la série originale. C'est un juste héritage. Il y a une succession qui est plutôt assez bien vue légitimement, quoi.
Oui, voilà. Et puis finalement, tu retrouves quand même l'ADN de la série en filigrane parce que tu as toujours ce côté équipe. Parce que tu vois par exemple les mystères de l'Ouest, Wild Wild West, qui est un bon gros délire pour ma part. C'est un bon délire, bien sûr, mais ça n'a pas le charme que ça avait. Moi, je regardais les mystères de l'Ouest, j'étais ébloui. C'était une de mes séries phares quand j'étais enfant. Et je regarde même. J'ai essayé de revoir et ça n'a pas trop vieilli. Et franchement, c'est savoureux. C'est encore regardable. Je suis d'accord. Ouais, c'est bien. Hein. C'est un peu comme Chapeau melon et bottes de cœur. Quel enfer. Ah ben ça par contre, c'est un gros nanar. Ça. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la série. Ouais, la série est super. Mais alors le film Sean Connery, Sean Connery qui est déguisé en nounours, non, à un moment. Oui. Mais c'est Ralph Fiennes. Oui. Qui interprète. Pourtant lui. Et Uma Thurman. Il était parfait lui dans ce rôle-là, je trouve. Ralph Fiennes. Par contre, Uma Thurman, c'était le moment où elle enchaînait Batman et Robin, Chapeau melon et bottes de cœur. On était là en disant oula, calme-toi. Mais Ralph Fiennes, il avait la tête pour faire un bon. C'est des très bons acteurs. D'ailleurs pris individuellement chacun. Mais ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'il y a un côté vraiment très emblématique dans la série avec Emma Thompson, Emma Peel. Non mais faut pas se leurrer. Le scénario, si je peux me permettre, est vraiment nul à chier. Oui, sans doute ça a dû jouer aussi. Ouais. En fait, ils ont essayé de moderniser quelque chose qui est. En fait, Chapeau melon et bottes de cœur, c'est quand même très ancré dans une époque. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, si tu veux faire un film, il faudrait le faire dans les années 60, quoi. Et Starsky Hutch, c'est pareil. Ça, c'est drôle. Parce que ça. C'est drôle, mais c'est plus une tarte à la crème, je trouve. Oui, parce que après, moi, je n'étais pas les vrais Starsky Hutch. Moi, je suis fan de la bande de Judd Apatow, là. Donc, Ben Stiller, Owen Wilson et toute cette bande-là. En plus, c'est Todd Phillips. Vince Vaughn aussi. Oui, c'est vrai qu'ils ont un univers à eux. Ils ont un univers à eux et je trouve qu'en fait quand même ils respectent assez bien la série tout en ajoutant leur humour, je trouve. Ouais, il y a un côté quand même déjanté qu'il n'y avait pas forcément et qui était pourtant très drôle aussi dans l'univers de la série originelle, quoi. Mais le film se regarde vraiment bien. Chose qui a marché par contre de transformer une série qui n'était pas si comique que ça en 2 films comiques, mais alors que je trouve qu'ils fonctionnent du feu de Dieu, c'est 21 et 22 Jump Street. Ça c'est mes comédies. Ça c'était super. C'est mes comédies préférées de ces dernières années. Je les revois 1 à 2 fois par an. Channing Tatum et Jonah Hill qui sont formidables. Ah oui, mais moi je faisais référence à la série que j'adorais. Mais qui était pas si drôle que ça. Elle était même pas drôle du tout. Non, mais c'était vachement emblématique. Et puis c'est ce qui a fait connaître Johnny Depp, évidemment. Mais moi j'ai essayé de regarder la série, j'ai pas vraiment accroché. Mais alors les films, c'est très différent, ouais. Mais les films sont à mourir de rire, Ah oui. Parce qu'évidemment, ça joue sur ce concept de base de pourquoi mettre des adultes dans un lycée. On parlait par rapport au personnage, mais par contre, voilà une adaptation que moi je trouve vraiment très réussie. Évidemment, ça a donné un film incroyable. C'est Les Incorruptibles. Tout à fait. Oui. Palma. Pour moi, c'est un must. Ça a même dépassé la série aussi. Il était pas mal, mais je pense que ça a même fait oublier la série. Ouais, un petit peu. Ouais. Elle est difficile. Il y a encore 2-3 aficionados qui disent la série, c'est très ancien, c'est pour ça aussi. Mais le film, c'est un des meilleurs de Palma en plus. Oui, mais d'ailleurs, De Palma a eu l'habitude de tuer les séries, parce que Mission Impossible, Les Incorruptibles. C'est vrai. Mais il y a ça aussi. Il y a Charlie et ses drôles de dames qui ont donné lieu à 2 films très très drôles, je trouve. Pas pensé, c'est dans l'esprit Starsky Hutch, quoi. On en fait du loufoque, mais ça fonctionne. C'était pas mal. Mais ça colle bien parce que finalement ça colle avec le kitsch de la série. Et puis les filles reprennent bien le flambeau. Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Par contre, la dernière version était vraiment ratée avec Kristen Stewart. Horrible. Mais franchement, les 2 premiers films, revoyez-les, mais qu'est-ce qu'on se marre avec un Crispin Glover qui est Il y a un second degré qui est sympa. Ah ouais, Crispin Glover qui est un fanatique des cheveux. Enfin, ça va mourir de rire, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Moi, je pense aux adaptations ratées, genre Belphégor, de Jérôme Salle. J'ai pas Jérôme vu. Salle ou pas, ou je dis des bêtises? Non, c'est pas Jérôme Salle. Jérôme Salle a failli adapter, il me semble, à Belphégor. Mais attention, ça revient en série d'ailleurs, Belphégor, pour l'info, mais là c'est avec Frédéric Diffenthal, avec Sophie Marceau. Ouais, non, c'était raté. C'était nul. C'était raté. Mais en plus avec des vieux effets spéciaux. Alors que Belphégor avait soulevé à l'époque les masses. Visiblement, des spectateurs, quoi. Par contre, moi, j'arrive à trouver des choses intéressantes dans Vidoc. Vidoc, oui, je voulais en parler. Et les 2 d'ailleurs. Celui de
Pitoff. Oui, Pitoff. Et puis et l'empereur de Paris aussi. Depardieu, et puis Guillaume Canet. J'avais oublié l'empereur de Paris. Il y avait Dussolier et l'empereur de Paris avec Vincent Cassel. De Richet, que j'avais bien aimé. Ouais. En fait, les deux, moi j'ai bien aimé, franchement. Ce que j'ai aimé, alors l'empereur de Paris est très bien parce que ça reprend un peu le côté historique, je suis entièrement d'accord, mais j'aime bien le côté Vidocq. En fait, il essayait de proposer quelque chose d'original et de genre. Visuellement, moi je peux pas. Oui, je suis d'accord, mais ça essaie. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça, je suis d'accord. Il y a, comme tu dis, il y a un truc un peu, un univers un peu, comment dire. Tout est numérique, c'est ça. C'est ça le but. Il y avait beaucoup de numérique. C'est un des premiers films aussi à utiliser caméra numérique. Mais tu vois, par exemple, toi qui es fan de Sherlock Holmes, typiquement, ça pourrait être. Sherlock contre Jack l'Éventreur, quoi. Tout à fait. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un style. C'est un bel univers. Visuel un peu compliqué. Peut-être qu'une réalisation plus sobre aurait été mieux réussie. Oui, mais c'était un pari qui était un peu risqué, mais moi je trouve que c'est pas mal d'avoir osé et tenté ça. Et c'était bien réalisé pour moi. Moi, c'est un film que je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas eu le succès escompté. Alors, il a plutôt bien marché, hein. Vidocq, c'est après parce que le réalisateur est parti faire Catwoman et des conneries comme ça. Et Catwoman avec Halle Berry qui était vraiment pas bien. Vous connaissez quand même la série, ou vous l'aviez peut-être pas vue. J'ai vu quelques épisodes. Parce que je connais la musique. C'était extraordinaire. C'était vraiment une série que moi je suivais de manière très très fidèle. Hein. Et c'était une très très bonne série avec Claude Brasseur. Il y avait beaucoup d'humour, il y avait une intrigue à chaque fois et une très belle mise en scène, ceci étant pour l'époque, en plus de ça. Au titre des bonnes choses... Ah si, il y avait les adaptations de dessins animés. Je l'ai revu en plus, je crois, il y a 6 mois, il y a Denis la Malice. Jamais vu ça. Moi non plus. C'est sympa, c'est avec... il y a Christopher Lloyd dedans. Ouais. Et il y a qui joue un SDF, je crois que c'est ça. Il y a cet acteur qui joue dans Pirates là, de Polanski, mais j'arrive plus à me remémorer le nom. Oui. Et puis il y a les deux Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'était marrant. Moi j'aime bien le premier. Après, ça peut donner lieu à une autre émission avec les adaptations dessins animés, parce que il y en a eu pas mal aussi des séries en dessins animés. Oui, c'est vrai, quoi. Oui, il y a Transformers, il y a tout ça. Mais vous avez oublié quand même. Il y a l'agence Tourisque. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Attends. Mais l'agence Tourisque, parlons-en. J'avais bien aimé le côté totalement débridé, mais par contre, on était vraiment loin de la série. Quand même. Un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai que le côté le tank parachuté, enfin, c'était waouh. Ouais, c'est là que j'ai été un peu perdu. Ouais. Mais quand même, le casting à l'époque était. Ils ont collé vraiment au personnage de la série. Ça, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont vraiment. Liam Neeson, Bradley Cooper, Charlton Copley, Jessica Biel, il y avait quand même un beau casting. Tu les as bien retenus tout ça. Oui. Non, mais c'était pas mal, ouais. Il y a ça, il y a Miami Vice Deux aussi. flics à Miami, évidemment. Alors j'aime pas le film, j'avoue, j'aime pas du tout le film non plus. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est le moins bon film que je trouve de Michael Mann. En fait, je m'ennuie un peu dans ce film. Pourtant, il y a Colin Farrell et Jamie Foxx. Bon, après, j'ai jamais été un grand fan de Jamie Foxx. Colin Farrell, il est pas mal dans le rôle, en plus de ça, moi, je trouve. C'était à une époque où je crois qu'il a eu pas mal de problèmes de drogue. Voilà. Et d'alcool, oui. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a eu des interruptions et il est revenu. Il a dû faire des cures pour revenir après. C'est ça, ouais. Donc, ça collait quand même bien avec Miami Vice, parce que bon, c'était pas volontaire. Mais en duo, moi, que je trouve que le film est un peu passé inaperçu, mais j'avais plutôt bien aimé. C'était Agents très spéciaux Code Uncle, qui était donc avec Henry Cavill et Armie Hammer. Oui, si, je me rappelle mais c'était tiré d'une série. Tout à fait. Agents très spéciaux. Je savais pas. Mais j'avais bien aimé, ouais. Et le film a été très très cool. C'est un très film amusant. Guy Ritchie. Guy Ritchie, voilà, il est pas mal. Moi, j'aime beaucoup sa manière de faire dans la réalisation, Guy Ritchie. Oui, très enlevé, il y a un montage qui est vraiment remarquable. Récemment, on peut noter aussi L'homme qui tombe à pic, qui a donc été adapté avec Ryan Gosling, Fall Guy. Et là, effectivement, ça sort un peu du registre de la série, et c'est pas mal d'avoir fait comme ça aussi, je trouve. Oui, mais c'était sympa. Il y a un petit problème de rythme, un petit peu, mais sinon, Ryan Gosling et Emily Blunt ont une bonne énergie. Rythme, parce qu'il y avait des énormes portions qui se voulaient plus romantiques à l'intérieur, entre les scènes d'action. Franchement, ils auraient pu soit les faire un peu plus péchus, soit les raccourcir.
C'est vrai. Sinon, il y a des films que on apprécie, qu'on trouve génial, mais on oublie même que ce sont des adaptations de séries télé. Le Fugitif avec Harrison Ford. Moi, j'aime pas du tout ce film. Ah, t'aimes pas du tout ce film? Ça me gonfle. Ah, il est bien. J'en parlais il y a pas si longtemps que ça, parce que je trouve que c'est très convenu. Le gars, il poursuit contre Harrison Ford. Là, il le poursuit, mais alors qu'il y a pas mal d'indices et d'éléments qui lui font penser qu'il pourrait peut-être être pas complètement coupable, mais jusqu'au dernier moment et à la dernière, évidemment, quasiment dans les dernières secondes, il se rend compte qu'il s'est peut-être planté. Ça m'énerve parce que c'est ce qu'on dit, celui qui fuit à tort. Ouais, mais bon, là c'est un peu trop. Moi, j'avoue, j'aime bien, et j'avoue, j'aime même bien aussi sa suite entre guillemets US Marshal. Je l'ai vu qu'une fois avec Tommy Lee Jones, du coup, qui reprend son rôle. Moi, ça me faisait rire. Là, c'était pareil. C'est Wesley Snipes, le Fugitif. Oui, c'est ça. Et le méchant, c'était Robert Downey Jr. au final. Oui, je me rappelle. Il est passé à la télé il y a pas si longtemps que ça, je crois. C'est US Marshal, il s'appelait. Ouais, c'est marrant. C'est ça. Oui, c'est marrant. Enfin bref, il y a Maverick aussi que j'adore par contre, avec Mel Gibson et Jodie Foster. Ouais, moi j'adore ce film et je savais pas que c'était tiré d'une série. Si, Maverick, et par contre on a un petit twist très 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 sympa à la fin qui est très drôle, parce qu'il y avait James Garner qui jouait aussi dans le film. Et franchement c'est un film, je vous le conseille chaleureusement. Il est savoureux et moi il me fait délirer. Richard Donner, avec un petit caméo de Danny Glover qui redit qu'il est un peu trop vieux pour ces conneries. Enfin, ils se regardent et ils sont non, c'est pas c'est excellent. Il faut voir l'arme fatale évidemment. Ah oui. Ça sinon ça marche pas, ça matche pas. Mais Maverick très bon. J'ai des plaisirs coupables moi aussi Ah quoi donc? Ah bah Baywatch. Je déteste. C'est nul. Je connais pas. Mais c'est nul. En fait c'est Alerte à Malibu. Ah, en série, mais c'est avec The Rock, mais du coup ils l'ont fait en comédie. Inconnu pour moi, je savais même pas qu'ils en avaient fait une adaptation. Oh là là. Si, mais comique du coup. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est nul, mais plaisant. C'est la grosse tarte à la crème. C'est plaisir coupable. J'étais en souffrance pour tout le film. Mais il y a ça, il y a aussi Les Veuves, qui est un très bon film que je vous conseille avec Viola Davis, Cynthia Erivo et Michelle Rodriguez, et puis aussi Colin Farrell et Robert Duval. Très 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 bon film que je vous conseille et qui est sorti il y a déjà peut-être 6 ans maintenant, et ça doit être un film de 2019. C'est l'adaptation d'une mini-série où en fait des veuves de braqueurs vont reprendre leur dernier boulot et le mener à terme. Il y a même Liam Neeson dans le film. Enfin franchement c'est un très bon film. Il y a de multiples rebondissements. Franchement foncez, vous avez la possibilité de le voir. Très 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 grand thriller. Green Hornet. Michel Gondry, moi j'ai adoré. Mais je connais pas du tout parce que ça, pour le coup, c'était quand même peut-être plus américain. J'ai jamais vu la série. Avec Bruce Lee. Mais c'est difficilement trouvable. C'est pas. Oui. La musique est très connue. Parce que repompé par Kill Bill. Et puis c'était une musique très emblématique de la série, comme d'ailleurs pour Mission Impossible par exemple. C'est lié aussi à un univers sonore musical qui est quand même impactant. Chapeau blanc et bottes de cuir, je sais pas s'ils avaient repris la même thématique. Si. Il me semble que oui. Et puis il y a des films des séries qui ont tellement marqué les gens, ou en tout cas qui ont réussi leur passage au cinéma au point de faire des trilogies. C'est le cas par exemple en France de Belle et Sébastien. Oui, c'est vrai. Voilà, qui a fait une belle trilogie menée par Nicolas Vanier dans un premier temps. J'avais complètement oublié le. Et on m'a dit que c'était de 3 bons films. Alors moi j'ai vu le dernier, le 4e, qui est une nouvelle génération qui est pas réussi du tout. Alors moi j'avais vu le 1, il me semble avoir vu le 2, et c'était des très bons films. Avec Clovis Cornillac, c'est ça ? Le 3 est avec Clovis Cornillac, et d'ailleurs il le réalise. Ah d'accord. Sachant qu'en plus c'était un habitué puisqu'il avait fait il était dans les Brigades du Tigre. Tout à fait. Alors je connaissais pas j'ai jamais vu la série, mais j'avais bien aimé le film. Un peu plus de mon époque à moi. Oui. Et le film était sympathique, j'avais trouvé. Et puis, en termes de trilogie, adapter une série qui a bien marché, c'est Equalizer avec Denzel Washington. C'est pareil, je savais pas que c'était une série à la base. Et oui, parce que je pense que c'est plus américain peut-être. Oui, et alors je ne sais plus comment ça s'appelait en France. C'était pas L'Effaceur, mais c'était un truc comme ça. Non, L'Effaceur, c'est un film avec Oui, mais c'était un truc. C'est pas Légaliseur, mais un truc comme ça. Et à vrai dire, en fait, la trilogie, alors. Surtout le premier, je vous conseillerais surtout de voir le premier réalisé par Antoine Fuqua, la trilogie réalisée par Antoine Fuqua, mais le premier est très très bon, avec du coup Denzel Washington, Chloé Grace Moretz, qui du coup joue
justicier moderne qui est évidemment ancien agent de la CIA, machin tout ça, mais qui du coup aide les gens. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est vraiment c'est un personnage qui va vers l'affrontement et tout ça, mais parce qu'il aide les gens. Il y a quelqu'un qui lui envoie un message qui lui dit j'ai été malmené par un tel ou un tel, et il y a quelque chose de vraiment intéressant de ce côté justicier terre à terre. Ouais, le médiateur au Québec. Voilà, le médiateur. Et la séquence de fin, le climax, si tu veux, Vincent, du premier film, se passe dans un magasin de bricolage, et c'était une idée de génie parce que tout le monde, je pense, est déjà allé dans un magasin de bricolage en se disant ça doit faire mal, ça doit faire très très mal. Et ben du coup, dans ce film, on s'éclate avec les instruments de bricolage et ça donne un cœur joie. Et Denzel Washington est très 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 bon dans ce rôle. Un acteur incroyable. Et on oublie aussi Shérif et moi peur dans les vieilles séries. Que j'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Alors les séries, moi je connaissais parce que je regardais ça aussi avec mes yeux Voiture d'enfant. mythique. C'était sympa. Il y avait des cascades, il y avait un shérif complètement stupide, et puis donc ça donnait lieu à tout un ensemble de cascades automobiles qui était pas mal. Et le film, il alors c'est avec Burt Reynolds aussi, il me semble, non? Oui, c'est possible qu'il soit revenu. Il me semble qu'il a eu. Je crois qu'il y a Sean William Scott dedans. Alors, acteur de American Pie. Moi, je me rappelle plus de la série que du film, mais je sais plus. Je sais pas du tout pour l'adaptation. C'était John Schneider, non, dans la série? Comment tu dis? Oui, c'est ça, John Schneider dans la série. Je vois même plus de qui il s'agit. Il jouait le père de Clark Kent dans Smallville. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, exact. Bon, sinon, forcément, on va parler très rapidement. Il y a Star Trek. Et voilà. Voilà. Alors, moi, je vous avoue, je suis pas très fan. J'aime bien les 3 derniers films. Voilà, comme ça. J'ai jamais rien vu, à part peut-être un épisode. Les films non plus, non? Non. Ça m'a jamais intéressé. Les 3 derniers récents sont pas mal. Le film se laisse voir. Moi, la série, j'ai jamais accroché. Ouais, c'est trop posé, c'est trop. Par contre, oui, les aficionados de science-fiction sont. Enfin voilà, ça flatte vraiment. Mais là encore une fois, c'est peut-être plus outre-Atlantique. Je pense aussi. Genre oui. La 4e dimension, c'est un bon film, un bon recueil de plusieurs réalisateurs, John Landis, Steven Spielberg, qui a été évidemment endeuillé par un drame. C'est un film ou c'est un téléfilm? C'est un film avec plusieurs segments. Opus, ouais. Et donc c'est là-dedans que l'acteur Vic Morrow était décédé à la suite d'un accident d'hélicoptère. Un hélicoptère s'était écrasé sur lui et sur 2 enfants acteurs pendant le tournage. La séquence, ils n'ont pas gardé le moment de l'accident, mais la scène y est encore, donc ça fait un peu froid dans le dos. Ils sont partis en plusieurs dimensions, pas que en 4. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment affreux. Et d'ailleurs, Vic Morrow, c'est le père de l'actrice Jennifer Jason Leigh, donc qui en avait beaucoup voulu à l'époque à John Landis, qui a clairement pas assuré la sécurité du plateau. Voilà. Et ce qui, c'est vraiment, c'est très dommage. Par contre, le film est très intéressant à suivre. Les segments sont vraiment bien fichus et le segment de Steven Spielberg est très très bon. Il y avait Ma sorcière bien aimée aussi. Que je n'ai pas vu. J'ai vu la série. J'ai pas vu le film. J'adore la série. Mais je peux pas. J'aurais du mal à aller voir le film parce que la série, c'est pas terrible non plus. Elle tient tellement aux personnages qui l'ont interprété dans la série que. Alors justement, je crois que le parti pris du film est intéressant, c'est que la série existe. Voilà, c'est pas une adaptation de la série, c'est-à-dire qu'une vraie sorcière interprétée par Nicole Kidman prend le rôle d'une actrice qui joue dans la série. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Mais j'essaierai de le voir à l'occasion. La famille Adams aussi. Famille Adams, Dark Shadows dans le même univers, et puis Thunderbirds, qui est une très bonne série, mais un film vraiment pourri. C'est quoi déjà Thunderbirds? Thunderbirds, c'était cette série avec les marionnettes, là, avec Pénélope, Lady Pénélope, c'était génial, et ils en ont fait un film, et le jeune acteur principal de ce film, Thunderbirds, est devenu réalisateur, et a réalisé cette année Le Brutaliste. Voilà. Ah d'accord, Thunderbirds.
Mais oui, j'étais très fan, moi. Les Sentinelles de l'air, ça voilà, s'appelait. les Sentinelles de l'air, et je me rappelle, oui, quand j'étais enfant, je regardais ça avec beaucoup d'attention. Et le succès de cette série avait fait en sorte qu'il y ait eu, je sais pas combien de séries avec des marionnettes. Après, ça avait vraiment. C'était assez. le truc. Non, c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux, mais Ouais. c'était très très. C'est charmant, quoi. C'était marquant, on va dire. Captivant. Encore un film qu'on aura oublié, Le Brutaliste d'ailleurs. Oui, bon, on en reparlera en fin d'année. On en parle déjà plus du Brutaliste. Eh ben écoutez, c'est tout pour l'émission de C'est ce déjà pas soir. mal, hein. On a vraiment fait un beau panel de films qu'on vous conseille et qu'on vous déconseille pour la Il y avait Sex and plupart. the City aussi. On en a parlé vite fait, au tout début. Ouais. Pardon, je savais pas. Et côté programmation à la radio demain, 4 émissions. Questions de parents présentées par Elodie de 12h15 à 12h45. Parents autrement présentés par Pauline de 13h à 14h. Et puis les 2 émissions présentées par Sébastien. Eurohit de 20h à 21h et l'After Latino de 21h à 23h. Et on se quitte sur un dernier extrait audio. Guts Over Fear de Eminem et Sia, tiré du film Equalizer, que je vous conseille. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Belle toile. Bonne soirée.